premier producteur de moules en France, premier bassin ostréicole en Europe, un paradis pour les amateurs de coquillages. La Charente-Maritime est un département réputé pour la qualité de ses terroirs maritimes. Et cela n'est pas dû au hasard. Il y a d'abord la géographie. Ces pertuis charentais sont d'une richesse insoupçonnée. Mais il y a aussi et surtout ces femmes et ces hommes qui, depuis des siècles, ont su tirer profit à la force des bras de cette richesse. Ostréiculteurs, mytiliculteurs, pêcheurs à pied, nous allons rencontrer aujourd'hui des personnages qui ont en commun un savoir-faire et un amour inconditionnel de ces territoires. Cap sur la Charente-Maritime, les paysans de la mer. Les pertuis charentais désignent cette zone maritime entre les grandes îles, Ré, Oléron et le littoral. Un espace où se mélangent les eaux océaniques salées et les eaux douces des fleuves côtiers comme la Charente ou la Seudre. Un espace d'une richesse patrimoniale et environnementale extraordinaire qui a permis le développement d'une des activités identitaires de la région, l'ostréiculture. Ce matin de décembre, Eric accompagne Michael sur l'un de ses parcs à huîtres, au large du château d'Oléron. Michael, on arrive sur tes parcs, on est vraiment dans le Pertuis là. Ah ben là, on est en plein dans le milieu du Pertuis. Ouais. Ouais. On est au pied du pont, pour ainsi dire. Ouais, c'est quoi le boulot là ce matin? Là, le boulot ce matin, on va ramener des huîtres pour les calibrer pour les fêtes de fin d'année. Alors, on y va. C'est vie ma vie d'ostréiculteur quoi là. Et Là, oui, ça pèse combien en fait là chaque... Ah là, on est en moyenne, on est à 8-9 kilos là. Les poches, ce qu'il y a, c'est qu'il y a de tout dedans. Il y a toutes Alors, les tailles. Dans une journée, tu as une idée de combien de kilos tu lèves? À cette période, c'est en tonnes. Bon, tu prends pas d'abonnement au club de musculation toi? Non, ils veulent pas de moi. T'avais quel âge la première fois où t'es venu sur les parcs apprendre ces gestes de tes parents De mes parents, je sais pas, j'avais quoi, 5-6 ans. 6 ans. J'ai commencé à conduire le bateau, je voyais pas à travers les carreaux. En fonction de la marée, les huîtres elles sont ou à l'air libre ou sous l'eau, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que ça fait travailler le muscle. Donc ça les entraîne à se fermer. Quand on les met dans les bourriches, à rester fermés. Ce muscle, il est important en termes oui. gustatifs. De toute façon, oui, il y a une grande partie du parfum qui est dans le muscle. Sur le côté, un de chaque côté, un dans le milieu. Un de chaque côté, un dans le milieu. C'est comme les parfums. C'est ce qu'on appelle juste du savoir-faire. Michael fait partie de ces résistants qui refusent catégoriquement d'acheter leur naissin, les bébés huîtres dans les écloseries, où les mollusques se reproduisent toute l'année dans des conditions artificielles. Il préfère s'en remettre au cycle naturel. Donc ça, c'est les collecteurs. C'est ce qui permet de récupérer les naissances, c'est-à-dire les bébés huîtres, hein, c'est ça? Voilà, oui. À cette saison, là, on est rendu au mois de décembre, où justement, on commence à les voir. À son nez, on va dire juillet-août. Les points noirs, là, qu'on voit, c'en est. Ah ouais. Nous, on est tenus par la nature. On sait que la reproduction, c'est, on va dire, fin juillet, début août. Les écloseries, ils peuvent en faire au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre. Ils en font naître n'importe quand. C'est des éleveurs. C'est plus des ostréiculteurs, c'est des éleveurs. Bon, la mer monte? Là, la mer monte. Il faut y aller parce que sinon on va bientôt nager. Sinon, on va finir nager à cette période, on va attendre cet été. Allez, on monte à bord. C'est au petit port de la Baudissière, sur le chenal d'Arceau à Doluce-d'Oléron, que Michael a son exploitation. 4 personnes travaillent à la production de 50 tonnes d'huîtres par an.
Nathalie, sa femme, travaille à la cabane. On ne le soupçonne pas, mais avant d'arriver dans l'assiette du consommateur, une huître est manipulée plus de 150 fois. Quelle activité, Nathalie? Bonjour Eric. Donc ici, qu'est-ce qui se passe en fait dans cet atelier? Ici, c'est la partie triage. C'est la cabane d'élevage, on appelle ça. Donc c'est l'endroit où on trie les huîtres par numéro. Alors d'ailleurs, la 3, c'est pas la plus grande, c'est la 1 la plus grande. Exactement. C'est ça, hein, c'est à l'inverse. C'est l'inverse du chiffre. C'est que plus le chiffre est gros, plus l'huître est petite. J'ai vu ta dextérité, je me dis qu'inévitablement, tes filles et petites filles d'ostréiculteurs, c'est le cas? Pas du tout. J'étais coiffeuse à la base. Ah ouais. Oui. Ah ouais, alors, carrément Alors, rien à voir. Ouais, rien du tout. En fait, j'ai rencontré mon mari en vacances. Je suis tombée amoureuse de plusieurs choses, quoi. Le métier, l'homme, l'endroit. Je suis venue ici, j'ai appris le métier avec mes beaux-parents. Mais alors, t'as découvert ce métier, toi, Oui. avec Michael, Oui. avec tes beaux-parents. C'est comment au début, quand on n'est pas né ici? C'est quoi? T'en as eu quelle perception? C'est très dur. J'avoue qu'il faut vraiment en vouloir. Ouais. C'est un métier, par contre, c'est un métier de passion, hein, qui est peut-être épuisant, fatigant, mais c'est un très beau métier. Avec 40 000 tonnes d'huîtres par an, Marennes-Oléron est non seulement le premier bassin ostréicole en Europe, mais aussi le plus important centre d'affinage. La région doit ce titre de champion à ses fameuses claires qui permettent de donner aux huîtres un goût unique. Ces bassins sont en fait d'anciens marais salants reconvertis pour l'ostréiculture au XIXe siècle. Pour avoir l'appellation Marennes-Oléron, il faut passer dans ces clairs d'affinage. C'est un peu comme un vin dans une barrique, ça s'affine, ça prend le goût vraiment du terroir et de la claire en soi. Parce que dans le fond, c'est de l'argile, c'est ça? Dans le fond, c'est de l'argile. Ça fait combien de temps qu'elles sont là, celles-ci? Celle-là, ça fait un peu plus de 3 semaines qu'elles sont là. Voyons l'œuvre, ton travail, le résultat. Oh là là, la couleur. Alors ça, c'est Et voilà. la fameuse couleur verte si particulière à Marennes-Oléron. C'est un spectacle à la regarder. Et alors, pourquoi ça prend cette couleur? Ah bah, c'est une algue qui se développe justement dans ces clairs d'affinage. Bon, on appelle ça la navicule bleue. Et ça fait que les branchies de l'huître deviennent vertes. Mine de rien, elle mange de l'herbe, donc elle mange des algues. Et ça donne une couleur aux branchies. Il y a du temps hein, quand même dans ton travail entre le captage des naissins, l'affinage. Tu me disais, c'est presque un travail de paysan. Il y en a pas mal qui nous appellent les paysans de la mer. Et une huître, c'est 3 ans et demi minimum pour qu'elle soit commercialisée, pour qu'elle soit à taille marchande. Donc voilà, donc il y a 3 ans et demi de travail sur une huître, mine de rien. Bon, c'est l'heure de la récompense, la dégustation. Après une journée. Vous savez bien les ouvrir, hein, les huîtres, hein, c'est impeccable. Ah, c'est fabuleux, ah, vraiment. C'est vrai que l'été, les gens qui viennent et qui nous disent mais vos huîtres, elles sont super bonnes, quoi. Enfin bon, après, on aime bien qu'on nous le dise quand même. Ça, c'est clair. On a souvent l'habitude de dire qu'un vin, il est meilleur quand on rencontre le viticulteur. Eh ben moi, je vais vous dire, une huître, elle est meilleure quand on rencontre l'ostréiculteur. Parce que maintenant que je connais votre philosophie et votre approche, déjà, elle est bonne naturellement, mais Ouais. elle est encore plus. Elle est encore plus. Ah ouais, C'est merci gentil. et bravo à vous. Ouais. On trinque à l'huître. Allez, allons-y. Voilà, chill. Avec sa centaine de chalutiers, la Cotinière est aujourd'hui le premier port de pêche de Charente-Maritime. Mais jusqu'au XIXe siècle, ce n'était qu'un petit havre naturel, d'aspect fort modeste, avec une flottille d'une dizaine de chaloupes seulement. Car contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les Oléronais ne sont pas historiquement un peuple de marins. Mais ils ont su tirer profit de l'océan sans avoir à s'y aventurer. La pêche à pied est ici une institution, un savoir-faire, un art de vivre. Voilà, tu peux voir déjà quelques petits plateaux d'huîtres. Hein. Ça, c'est de l'huître naturelle hein, qui pousse maintenant ici, un petit peu partout sur les estrans rocheux.
Et donc on peut déguster comme ça en passant, ça fait partie des petits plaisirs du pêcheur à pied. Le problème c'est qu'on peut pas trop les décrocher, donc il faut les manger sur place. Le plateau, c'est carrément l'estran, quoi. Voilà. C'est le rocher. Il faut se déplacer jusqu'au plateau. Et voilà, une belle huître, hein, elle est assez bien remplie. Jusqu'au 19e siècle, donc ce qu'on appelle l'invention de l'ostréiculture moderne, c'est-à-dire l'élevage, les huîtres qu'on consommait, on venait les chercher ici. Voilà, huîtres et toutes sortes de coquillages étaient sur l'estran. C'est vrai que sur l'Héron, on n'a jamais eu de famine. C'est un caractéristique de l'île de l'Héron, parce qu'il y avait toujours de quoi manger sur l'estran. On voit qu'elle n'est pas affinée, là. Il y a toute l'énergie, toute l'iode de l'océan qui est super bon. Le côté sauvage, mais c'est très bon, ouais. L'histoire de Jean-Baptiste, c'est celle d'un coup de cœur. Après son enfance passée sur l'île, il est parti travailler et vivre dans la Vienne, puis dans le Vercors. En 2002, il ressent le besoin de revenir ici, comme pour retrouver un amour de jeunesse. Il participe alors à la création d'une association, IOD, Île d'Oléron Développement Durable et Environnement. Objectif, mettre en place sur le terrain des outils pour préserver cet environnement. Exemple avec ces réglettes qui permettent de savoir si le coquillage pêché fait la taille minimum. Si le coquillage n'arrive pas à toucher les deux côtés du trou, c'est que le coquillage est trop petit. Donc là, en l'occurrence, il est trop petit. Donc ça, ces réglettes, vous les avez distribuées dans les campings, l'été, enfin à plein de gens. Oui. Et résultat, vous éduquez les gens avec ça, tu vois la différence. Ah oui, on voit quand même un gros changement. Bon, il a fallu plus de 10 ans quand même, parce qu'on a commencé en 2004-2005. Et puis là, quand même, on aperçoit vraiment des améliorations sur beaucoup de domaines, sur le meilleur comportement des pêcheurs. Enfin, je crois qu'ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait un milieu à préserver et qu'on pouvait pêcher et se faire plaisir sans tout abîmer, quoi. Donc ça, c'est bien rentré dans les mœurs. Là, il y a une petite limace de mer qui est sympa aussi. Ce qui est fou, c'est que sur un tout petit périmètre, ça fourmille de vie, en fait. On a une zone ici dans le nord de l'île de l'Héron, à Chassiron, qu'on a préservée spécialement pour les études biologiques, où on dépasse les 300 espèces sur 1 mètre carré, quoi. On continue? Ouais, super. En France, il y aurait environ 2 millions de pêcheurs à pied, autant que le nombre de licenciés en football. Des amateurs qui peuvent, sans le savoir, faire d'énormes dégâts. Quand on a démarré, on avait un gros souci avec les pêcheurs de crabes qui avaient tendance à laisser derrière eux les rochers renversés. C'est-à-dire qu'un pêcheur de crabe, il s'y prend comment? Voilà, il va regarder par exemple sous ce rocher s'il y a un crabe. Ouais. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, il va le laisser à l'envers comme ça. C'est-à-dire que sur une pierre comme ça, moyenne, il y a à peu près 80 espèces. Ne pas remettre la pierre en place, en fait, c'est bouleverser le milieu et empêcher que la vie continue à se développer. C'est à peu près 50 à 75% de la biodiversité qui est sur la pierre qui disparaît. Vous avez une idée du nombre de pierres retournées? Oui, on avait fait ce calcul. En cours, on arrivait à un chiffre de 4 millions de rochers renversés sur l'île de l'Héron chaque année. Donc c'est un gros impact. Et donc on a fait tout un effort pédagogique vis-à-vis de ces publics-là, par tout moyen, encore une fois. Et puis on a réussi quand même, je pense, là-dessus. C'est un bel exemple pour moi de travail associatif parce qu'en 10 ans, on a réussi presque à faire disparaître ce comportement. C'est-à-dire qu'on n'a presque plus de pêcheurs à pied de crabes qui laissent les rochers derrière eux à l'envers maintenant. Wow. Donc on a retrouvé de beaux estrans rocheux, plein d'algues, voilà, vivants, et puis des gens qui sont tout aussi heureux de pêcher, mais qui détruisent plus l'environnement. Ce qui prouve en fait que c'était souvent de la méconnaissance et que le savoir que vous apportez, ça aide les gens à justement à mieux pratiquer. Avec 5 salariés et plus de 200 bénévoles, l'association IOD est devenue une référence nationale. Elle propose son expertise à 400 structures, comme le Conservatoire du Littoral ou l'Ifremer. Son credo, les actions de terrain qui impliquent tout le monde. Tu m'as fait ramasser ces drôles de choses. Je connais pas. En fait, pour moi, c'est des algues. Qu'est-ce que c'est exactement, Jean-Baptiste? C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la texture des algues, sauf que c'est les capsules des œufs de raies, des poissons, qui, au lieu de pondre des millions d'œufs comme ça, un peu en vrac, pondent des œufs individuels dans des capsules comme ça, protégées. Donc c'est collé au fond de la mer. Et là-dedans, il y a un œuf qui va se transformer en petit poisson et qui va finir par sortir. Et à un moment donné, la capsule, elle arrive sur la plage. Et c'est là qu'on intervient pour les ramasser et les étudier.
Ah, il y a Cécilia et Nathan qui font partie de l'association qui étaient justement en train de regarder Voilà. ce bac de collecte. Pourquoi tu demandes aux gens de ramasser ces capsules d'œufs de raie et de venir les déposer? Ça, c'est un programme de sciences participative. C'est-à-dire que chacun peut être scientifique finalement en se promenant sur les plages et en contribuant à la récolte. Donc soit en mettant la récolte dans un sac avec la date et le lieu, s'il nous faut ces informations, soit depuis quelques mois, on a la commune de Saint-Georges qui a installé des bacs spécifiques sur 4 plages ici de l'Ouest pour que les gens puissent directement déposer les capsules qu'ils ont trouvées sur la plage dans le bac. Alors c'est quoi Et l'intérêt? Alors l'intérêt, c'est qu'on peut avoir des informations sur les espèces de raies qui sont présentes, sur les dates à laquelle elles se reproduisent, sur les lieux de ponte également. Dans 90% des cas, ces capsules sont vides. Mais il arrive parfois que le bébé ray soit encore dans sa protection. On peut le voir, elles sont relativement gonflées et dans celle-ci, on va justement pouvoir voir qu'il y a une petite raie en fait qui est à l'intérieur. Donc peut-être que par transparence, on peut voir. Donc faut pas trop appuyer dessus parce que en fait, Oui. la raie est fragile. Là, il y a peut-être une petite raie dedans. Oui, Mais c'est comment possible. tu peux être sûr de ça? Là, on peut le voir déjà. On voit la petite bête qui est à l'intérieur par transparence. Donc faut manipuler avec précaution parce qu'elles sont fragiles encore à cet âge-là et elles ont une petite poche en fait, donc une poche vitaline qui leur permet de se nourrir à l'intérieur de la capsule. Et une fois qu'elles ont terminé de se nourrir de cette petite poche, elles vont pouvoir sortir de la capsule et ensuite commencer à chasser dans le milieu naturel. Quand vous découvrez qu'il y a un petit embryon, qu'est-ce que vous faites? On essaye de le sauver principalement, c'est-à-dire qu'on va certainement regarder dans quel état il est. En ouvrant la capsule, on va regarder déjà s'il bouge. Et s'il a encore de la réserve d'œufs, tu vois, il bouge légèrement. Et effectivement, il y a cette réserve d'œufs qui est présente, cet œuf jaune. Et ça, si on le relâchait comme ça directement, il risque de l'arracher, de se l'abîmer. Ouais. Et donc, on va le remettre dans de l'eau de mer. Et là, on va la garder ensuite en aquarium chez nous, là, au bureau, pour qu'elle finisse son développement. Et tu la laisses du coup dans... Ah non, tu la sors de sa capsule carrément. Ah oui, oui, oui. Waouh, putain, c'est presque une petite Et voilà, naissance. c'est peut-être un Oh, c'est accouchement. beau. Donc on en profite évidemment pour étudier à quel stade elle est quand on la trouve. On fait des petites mesures de temps en temps sans trop l'embêter. Et puis quand on la relâche un peu plus tard, eh bien on va mesurer aussi quelle taille elle a pris, en combien de temps. Et du coup, on arrive à avoir comme ça des informations sur comment se passe le développement des juvéniles de raie. Alors ça, c'est quelle variété? C'est une raie brunette. Raie brunette. Le grand moment pour la petite raie, tu vois. Donc au bout de quelques semaines, elle n'a plus sa petite réserve d'œufs. Donc ça, c'est une raie que vous avez récupérée il y a combien de temps? Il y a à peu près 3 semaines. On peut la relâcher, là, elle est en sécurité. Hop, et voilà. Waouh, c'est une raie sauvée, ça pourrait presque paraître pas dérisoire, mais très peu, mais c'est une raie sauvée. C'est à peu près la 15e raie qu'on arrive à sauver comme ça. Et c'est vrai que c'est un plaisir. Moi, je voudrais te tirer un grand coup de chapeau, et puis à tous les gens de l'association, parce que souvent on se demande qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour le développement durable. C'est des choses simples, mais d'une efficacité incroyable. Et vraiment, chapeau bas, quoi. Super. Ben, merci. Vraiment. Et puis en plus, il y a une petite raie, Merci voilà. beaucoup. Ah bah, sauvée. c'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. En Nouvelle-Aquitaine, tous ceux qui travaillent en mer le savent bien. C'est l'océan qui décide de beaucoup de choses, notamment des horaires. Pour pouvoir travailler, Benoît doit tenir compte des marées. Il a quitté le port de La Rochelle en pleine nuit. Dans cette famille, on produit et on commercialise des moules depuis 5 générations. On a quitté le port très tôt, 5h30, 6h. Ça, Ouais, pourquoi cet horaire de départ, Benoît? on fait la course contre la montre. Ah, c'est un peu ça notre boulot, c'est qu'il y a la lune qui tourne et puis ça attire la marée. Et ce matin, c'est une basse mer qui est à 9h et nous, il faut qu'on arrive 2 heures avant sur les concessions, donc 7h. Et je fais un rétro-planning tous les matins. Donc là encore ça va, c'est pas trop tôt, hein, mais il a fallu Ça peut être plus tôt. Ça peut être plus tôt, ça peut être à n'importe où. En pleine saison, c'est-à-dire quand on est vraiment au taquet, quand on moissonne, qu'on ressème en même temps. J'emploie ces termes agricoles exprès, hein, c'est exact. On est des paysans de la mer, mais là on peut partir à 2h, 3h du matin. On a quitté le port de La Rochelle et Ouais. on va où? Alors on descend cap sud-est, on descend sur Châtelaillon, dans la baie d'Yves, donc entre Châtelaillon et Fouras. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pertuis d'Antioche. C'est le Pertuis d'Antioche.
À peine arrivé, Benoît, vous êtes parti immédiatement à fond. On est au taquet, nous. Qu'est-ce que vous faites là La alors? machine connaît qu'une vitesse, le galop. Là, tu vois, les moules de Bouchot poussent sur des pieux. Les pieux, c'est du bois. Et dans la mer, on a des vers qu'on appelle des tarets qui font des trous. Et ils sont xylophages, donc ils viennent manger le bois. Et ce qui fait que passé un certain temps, environ entre 5 et 10 ans, les pieux sont morts. Morts, c'est-à-dire qu'ils sont fragilisés et ils cassent. Nous, ce qu'on fait, on les arrache. C'est pour ça qu'il y a des bouchots qui ont des trous. Et là, tu vois, on est venu récolter hier tout le bouchot. Il n'y a plus de moules sur les pieux. On a sondé les pieux qui étaient morts, on les a enlevés et on les remplace. Comme ça, on pourra mettre une récolte dessus l'année prochaine. Moi, je suis très impressionné, c'est que tu arrives quand même à aligner, bon, bien évidemment, voilà, avec tes gars, mais, c'est mouvant, quoi, dessus. C'est un sacré savoir-faire. C'est un travail d'équipe aussi. Christophe à la barre se débrouille pas trop mal pour un débutant. Francky positionne, il voit sous la mer, lui. Et puis, on se connaît par cœur, donc... Et alors, dans cette lumière du matin, je dois dire que Mon bureau, je le change pour rien au monde. ce bateau, c'est une petite usine flottante parce que tu as besoin de moyens considérables quand même avec la grue. Ouais, alors on appelle ça des ateliers flottants mytilicoles. Je vois ton cerveau, il fonctionne à 100 à l'heure. Tu me réponds et en même temps, tu es super concentré sur ce que tu fais. Il y a une précision quand même dans votre travail. Ouais. Chapeau, hein, les Alors, gars. bon, ça s'est pas fait sans rien. Tu sais, aujourd'hui, je suis un fervent de l'apprentissage et des filières professionnelles. Mes parents nous ont toujours incité, mon frère et moi, à faire 2-3 études. J'ai eu la chance de faire une grande école d'ingénieur. À 14 ans, je savais faire à peu près, mais comme tous les enfants de mon village et comme tous les enfants d'agriculteurs ou d'ostréiculteurs, les tâches de base à la main. Et puis, une fois qu'on a été un petit peu plus grand, on a eu le droit de prendre un moteur. Et puis, une fois qu'on a été un petit peu plus grand, on a eu le droit de conduire le bateau tout seul, tu vois. C'est des responsabilités qui s'acquièrent et c'est ce qu'on appelle, je crois, en ce moment, la méritocratie. Ce qu'on appelle Bouchot, c'est quoi exactement? C'est pas une ville déjà. Non, c'est pas une ville, hein, c'est pas une ville. Alors Bouchot, aujourd'hui, c'est un alignement de pieux, donc des pieux qui sont souvent en chaîne, d'accord. On les a piqués le plus droit possible, ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, alors c'est pas facile, on est dans l'eau, et sur ces pieux-là viennent pousser des moules. C'est impressionnant. Ce sont des champs de pieux. Il y a combien de... On sait combien il y a de kilomètres de Bouchot Écoute, là dans cette baie? là où on était, entre Châtelaillon et Fourras, 120 km de pieux linéaires, et il y a moins d'un pieu au mètre. On a montré que la culture sur Bouchot, la mytiliculture, était bienfaitrice pour l'environnement. Bon, cette moule-là, c'est 90% de sa coquille, c'est du carbonate de calcium, CO2. Donc on a vraiment un piège à CO2. Et du fait qu'aujourd'hui, on exporte très peu les moules de Bouchot. Ça se mange en France, c'est produit en France, né en France, mangé en France, on est sur des circuits courts. Et donc pour les locavores, c'est très bien. Donc, franchement, la moule de Bouchot, c'est le nec plus ultra. Là, il y a quoi? Juste un peu de laurier, c'est ça? Bah écoute, oui, là, elles ont il est cuite à la plancha avec un peu de laurier. Et le jus des moules, bah, ça tombe bien, il y a un peu de sel dedans. Ah non, mais là, c'est du jus dingue. Et puis là, tu vois la couleur, tu vois, voilà, c'est bien rempli, c'est charnu. C'est un tableau, hein? C'est un vrai C'est une tableau. œuvre d'art. C'est ça, j'ai... Magnifique. Ouais, c'est beau ça. Hein. Puis en plus, c'est bon. Assez souvent, tu t'es comparé avec un agriculteur. Tu as utilisé des mots, terroir, élevage. C'est vraiment ce qui te correspond? C'est comme ça que tu te ressens, ton travail? Alors, j'ai un de mes vieux confrères qui aujourd'hui est en retraite, il disait que ces Bouchots, c'était des vignes marines.
Donc c'est vrai que c'est pas un terroir, c'est un merroir, mais quelque part, pour aller à la marée, bon là on est sur le port, on n'a pas de tracteur, mais quand on part de Charon, quand on part des Boucheleurs, on a un tracteur avec derrière une petite remorque et puis une petite barcasse pour aller à la marée. On utilise des moyens agricoles de toute façon. Notre slogan avec mon frère, c'est de dire que les moules n'arrivent pas toutes seules dans ton assiette. T'as vu aujourd'hui? Vous êtes là. On est là. Et tant qu'on est là, on n'est pas les gardiens du temple. On espère qu'il y aura d'autres générations derrière nous qui continueront à faire perdurer ça. Ça fait des générations, plus de 5 générations chez nous que ça se passe comme ça. Ça, c'est du patrimoine. Le patrimoine, c'est pas que des beaux châteaux, c'est pas que des jolis villages. C'est aussi des beaux produits, puis surtout un savoir-faire. Vraiment, coup de chapeau. Écoute, merci beaucoup.